Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par une citation que vous êtes sans doute très nombreux à connaître. N'oubliez pas que nous devons tout au peuple et que sans lui, nous ne sommes rien. Alors, cette recommandation de la reine Hortense à son fils Louis-Napoléon, qui est peut-être apocryphe, mais explique peut-être en partie cette sorte d'adoration abstraite pour le peuple dont parle Tocqueville dans ses souvenirs. Lecteur des Saint-Simoniens, le futur empereur croit aux valeurs de progrès et se montre soucieux d'améliorer le sort des masses, comme en témoignent plusieurs de ses ouvrages, en particulier Des idées napoléoniennes et Extinction du paupérisme. Se voulant un Napoléon du peuple, il fonde son pouvoir sur une double légitimité, à la fois héréditaire et populaire, et dépend ainsi du verdict du suffrage universel. Or, Napoléon III bénéficie jusqu'à la fin de son règne d'un large soutien populaire, marqué cependant par des disparités sociales, territoriales, que l'on résume souvent à une opposition entre les villes et les campagnes, entre la classe ouvrière et la paysannerie. Alors l'idée générale n'est pas fausse, mais elle n'en masque pas moins une réalité plus complexe et plus nuancée. Alors je vous propose dans cette communication une réflexion sur l'ampleur et les limites de l'adhésion populaire au régime impérial, d'abord en milieu rural, puis en milieu ouvrier. Alors, comment peut-on mesurer l'adhésion populaire à ce régime? Les sources sont nombreuses. On dispose des résultats des plébiscites, évidemment, et des élections. En l'absence de sondage, on a également des documents très intéressants qui sont les rapports administratifs, les notes de police, qui rendent compte de ce qu'on appelle à l'époque l'état des esprits, mais qui présentent aussi un certain nombre de biais méthodologiques. Et puis les nombreux voyages officiels que réalise l'empereur à travers la France, et les fêtes également, notamment celle du 15 août, constituent un autre très bon baromètre de l'opinion. Alors, je vais parler donc dans ma communication soit des paysans, soit des ouvriers, mais il est bien évident que ces deux univers, en quelque sorte, présentent une grande hétérogénéité. Dans le monde ouvrier, dans le monde agricole également, les frontières des classes populaires sont imprécises et surtout elles sont mouvantes. Pour le monde agricole, par exemple, le mot paysan, le mot cultivateur également, renvoie à l'unité imaginaire d'une paysannerie qui est en réalité très diverse et au sein de laquelle il faut distinguer les propriétaires exploitants, les métayers, les fermiers et les journaliers également, sans oublier que la pluriactivité occupe une place encore importante au XIXe siècle. Alors, Napoléon III a besoin du soutien des masses rurales pour une raison toute simple, c'est que 74,5% de la population vit dans une commune rurale d'après le recensement de 1851 et 61% des actifs sont occupés à l'agriculture. Alors, plusieurs régions constituent de véritables bastions du bonapartisme rural et elles restent tout au long du règne. La Corse, le Nord, la Picardie, l'Aquitaine ou encore la Basse-Normandie. Néanmoins, l'adhésion massive à l'Empire n'est pas pour autant synonyme d'unanimité au sein de la ruralité, et il arrive que le régime connaisse localement quelques revers. Dans l'Yonne, par exemple, qui a été précocement bonapartiste, la circonscription de Sens, par exemple, et notamment les vignerons du Sancerre, élisent dès 1857 le banquier et agronome Léopold Javal, qui se présente comme candidat indépendant contre le député officiel sortant, qui s'appelait Laurent Bertrand, qui était le fils du général du Premier Empire. Alors, Javal est de tendance libérale modérée, il est solidement implanté dans le pays grâce notamment à son domaine de Vauluisant, qu'il a transformé en ferme modèle, et il est facilement réélu en 1863 puis en 69. De même, dans la Drôme, qui est l'un des rares départements où le revenu agricole diminue durant l'Empire, le bonapartisme rural recule durant la période. Alors, les séquelles du coup d'État restent importantes dans la Drôme et l'influence de la Provence républicaine se conjugue avec celle de Lyon. A l'inverse, le gouvernement impérial parvient à conquérir des provinces de l'Ouest qui lui étaient traditionnellement hostiles, en particulier donc, ces 6 départements que vous avez sur la diapositive, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne, où il y a
souvent une progression assez impressionnante, hein, de 17 points par exemple dans le Morbihan entre le plébiscite de 52 et celui de 70. Alors, ce sont des territoires qui sont longtemps restés légitimistes, réfractaires à la légende napoléonienne. La noblesse foncière et le clergé disposent d'une influence déterminante dans ces régions sur une grande partie de la paysannerie, mais l'Empire tire en fait surtout profit de la forte croissance du revenu agricole, qui est de 60% en Bretagne, et qui est même de 70% dans l'île-et-Vilaine et la Mayenne. Alors, cette forte croissance, justement, en Bretagne, s'explique par plusieurs facteurs, mais notamment par l'accroissement des surfaces cultivables, les progrès des transports, je pense aux chemins de fer, mais aux chemins vicinaux également, qui sont d'un intérêt majeur, notamment dans les zones d'habitat dispersées, et la libéralisation des échanges, qui bénéficient notamment aux exportations bretonnes de beurre, de pommes de terre, de fruits et de bestiaux. Comment expliquer donc cette adhésion durable et massive des campagnes au bonapartisme? Alors, c'est une question à laquelle beaucoup de contemporains ont tenté de répondre, souvent avec mépris. Jules Ferry, par exemple, dans un ouvrage qui s'intitule « La lutte électorale en 1863 ». Alors, Jules Ferry, pour des raisons idéologiques, ne peut pas remettre en cause le suffrage universel, mais il explique la force du bonapartisme rural par à la fois les pressions exercées par l'administration et par le manque d'éducation des paysans. La preuve maintenant par l'image, cette caricature qui est connue de Daumier, qui a paru dans le Charivari, donc on est 10 jours avant le plébiscite de 1870, et où l'on voit deux paysans demander naïvement « Monsieur le maire, quoi donc que c'est qu'un bibicite ?» Et le maire de répondre « C'est un mot latin qui veut dire oui ». Marx, également, le très citadin Marx, explique la force du bonapartisme rural par les préjugés et, je cite, la foi superstitieuse des paysans. Et Prévost-Paradol, qui est un journaliste libéral, parle, lui, de campagnocratie impériale. L'expression est restée célèbre, et la suite est savoureuse, une campagnocratie fondée, je cite, sur une profonde couche d'imbécilité rurale et de bestialité provinciale. Alors, beaucoup de travaux historiques ont insisté au contraire sur la politisation progressive des paysans. Les facteurs d'explication, ils sont en réalité multiples. Est-ce que le poids, par exemple, de la pression officielle peut expliquer le soutien des masses rurales? Pense à la répression militaire, judiciaire, post-coup d'État, l'étroite surveillance des campagnes par la gendarmerie, le contrôle administratif exercé lors des élections, notamment à travers la pratique de la candidature officielle. Alors ça influe sans doute sur le vote, mais d'une part, il est difficile, très difficile de savoir jusqu'à quel point, et puis surtout, c'est oublier aussi un peu vite le caractère rigoureusement libre des élections présidentielles de décembre 1848 qui ont plébiscité Louis-Napoléon. En opérant par la séduction davantage que par la coercition, les préfets, qui sont très importants, les préfets et leurs agents peuvent avoir un rôle bien plus important dans la diffusion du bonapartisme. Et là, je citerai Eugène Janvier de Lamotte, qui a été préfet de l'Eure de 1856 à 1868, qui est un personnage très exubérant, extrêmement intéressant, et qui bénéficiait d'une très très grande popularité dans l'Eure. Alors, grâce non seulement, il faisait des tournées, comme tout préfet d'ailleurs, régulières dans son département, il distribue régulièrement des secours aux plus pauvres, qui met très habilement en scène, c'est un excellent propagandiste. Il a joué un rôle aussi très important, Janvier de Lamotte, dans le développement économique du département de l'Eure, et c'est dû aussi à la manière dont il s'adresse en quelque sorte directement aux masses, en passant par-dessus la tête des notables traditionnels. Ce qui, en quelque sorte, lui permet d'apparaître aux yeux du peuple comme le défenseur des petits contre les gros, une sorte de populisme préfectoral en quelque sorte. Alors, si Napoléon III est aussi populaire en milieu rural, c'est d'abord parce qu'il réussit l'exploit de se présenter à la fois comme le meilleur défenseur de l'ordre et de la propriété privée, et également comme un rempart contre le retour à l'Ancien Régime, à l'image de Napoléon Ier, son oncle, qui, un demi-siècle plus tôt, avait préservé les principaux acquis de la Révolution de 89, dont l'abolition des droits féodaux, et n'était jamais revenu sur l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux, qui avait permis à une multitude de tenanciers de devenir des petits propriétaires agricoles.
Stable politiquement, le Second Empire présente également le grand avantage de s'insérer dans une phase d'expansion économique qui succède à la dépression donc, de la fin des années 1840. Souvent qualifiée d'âge d'or des campagnes, la période est synonyme de prospérité agricole. Dans l'ensemble du pays, la surface cultivée augmente de 1,5 million d'hectares jusqu'en 1870. Grâce à la hausse de la production qui en résulte et surtout grâce à l'augmentation des prix agricoles, le revenu des ruraux s'accroît, engendrant une relative mobilité sociale. Alors, il existe néanmoins des disparités par région, évidemment, par secteur d'activité, aussi par statut. Ainsi, dans le Calvados, entre 1837 et 1862, le revenu réel du propriétaire exploitant de 20 hectares augmente de 38%. Quand celui du petit propriétaire exploitant de 3 hectares n'augmente que de 23%, et celui du journalier de 20% seulement. Alors si les exploitants apparaissent comme les grands gagnants de l'époque, les salariés ont, eux aussi, pu ressentir une hausse sensible de leur niveau de vie. L'État impérial, en plus de pratiquer une fiscalité, on en a parlé hier, non excessive, adopte des mesures qui répondent aux attentes des ruraux. Je ne vais pas reparler ici des progrès agricoles qui vous ont été présentés par Madame Vivier. J'ai mis simplement un portrait de Georges Ville qui, vous en conviendrez, porte en quelque sorte son bonapartisme sur le visage et qui avait appelé en 1870 à voter oui au plébiscite, alors en sachant que ça a certainement très peu influé sur le vote des paysans qui de toute façon était largement acquis à l'empereur. Alors peut-être simplement une précision supplémentaire sur les forêts, qui est une question très délicate dans les campagnes, et l'Empire s'est rendu également populaire auprès des petits exploitants en appliquant moins rigoureusement que la monarchie de Juillet le règlement forestier de 1827 qui restreignait leurs droits d'usage sur les forêts. Et je pense notamment à la loi du 18 juin 1859 qui autorise l'administration des forêts à transiger avant jugement sur des contraventions et des délits forestiers. Alors, le monde agricole plébiscite donc un régime qui a fourni un cadre propice à la satisfaction de ses intérêts matériels. Comment expliquer maintenant que le bonapartisme ouvrier ait connu un moindre succès alors que Louis-Napoléon puis Napoléon III s'est préoccupé de la condition ouvrière? Alors, je remonterai pour ça à 1848. Les historiens ont longtemps résumé le succès de Louis-Napoléon en 1848 à une opposition entre les villes et les campagnes. La France rurale lui a apporté, c'est évident, un soutien plus large que la France urbaine, mais l'hostilité des villes doit être fortement nuancée. Alors, dans deux des plus grandes villes françaises, Louis-Napoléon est placé 3e derrière Cavaignac et Ledru-Rollin, à Lille, où il n'obtient que 25%, Marseille, où il n'en obtient que 15%, mais il arrive généralement en tête et rassemble même la majorité absolue des suffrages à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Et à Rouen, par exemple, qui est à l'époque la 5e ville de France, il triomphe avec un score de 79%. Et de grands centres industriels comme Saint-Étienne ou Rive-de-Gier votent également massivement en sa faveur. Donc la France des villes a aussi élu Louis-Napoléon à la majorité absolue. De même, l'Empire a bénéficié à l'origine d'un assez large soutien populaire en milieu urbain. Dès le plébiscite de 1851, on enregistre de nombreux votes positifs dans les localités ouvrières, mais il faut bien dire que l'état de siège est encore en vigueur dans un tiers du territoire. Le plébiscite de novembre 52 est plus significatif dans la mesure où la vie politique a repris un cours un petit peu plus normal. Or, le nombre de suffrages positifs au sein des classes populaires augmente dans le Valenciennois, en Picardie, dans les Ardennes, en Champagne, à Lyon, dans le quartier très ouvrier de la Croix-Rousse. Mais cette adhésion s'accompagne toutefois le plus souvent d'un mouvement d'hostilité envers les riches et envers les patrons. Beaucoup d'ouvriers restent fidèles à leurs opinions démocratiques et sociales, ce qui explique à la fois leur ferveur pour l'empereur et puis aussi la difficulté à la rendre viable. Alors, durant l'Empire, et là je m'appuie notamment sur ce grand ouvrage de Bernard Ménager, Les Napoléons du peuple, les bastions les plus solides et les plus stables du bonapartisme ouvrier se trouvent dans un petit quart nord-est de la France, le nord,
la Picardie, les Ardennes, la Lorraine septentrionale. Alors en Lorraine, justement, la Meuse et surtout la Moselle sont extrêmement fidèles au régime, à l'exception de Metz. La prospérité des centres industriels de la métallurgie, Thionville par exemple ou Sarreguemines, n'y est pas étrangère. Les salaires sont assez élevés. Le patronat mène une politique très paternaliste, multipliant les œuvres sociales, comme par exemple la cité ouvrière de Stiring-Wendel, que fait construire Charles de Wendel et que l'empereur inaugure en personne en 1857. Dans le département du Nord, comme dans le Pas-de-Calais, qu'on surnommait à l'époque la Corse du Nord, les classes populaires demeurent fidèles également à l'Empire dans leur grande majorité. Et là aussi, l'action de certains hauts fonctionnaires locaux a pu contribuer à y fortifier le bonapartisme populaire. Je pense par exemple à Auguste Marlière, qui était sous-préfet de Valenciennes de 60 à 64 et qui n'a pas hésité à dénoncer la responsabilité de la compagnie d'Anzin, alors qui était inféodée aux orléanistes à cette époque, au moment du déclenchement d'une grève de mineurs en 1862. Et dans le sud du Massif central et l'Est aquitain, alors que le rejet des villes est extrêmement visible, plusieurs centres industriels comme Carmaux ou Mazamet restent bonapartistes tout au long de la période. Alors, le cœur de l'Île-de-France, la basse vallée de la Seine, le sud-est du bassin parisien et la partie orientale du territoire, en gros depuis la frontière alsacienne jusqu'à la vallée du Rhône, correspond quant à eux à des territoires qui sont devenus progressivement plus rétifs au bonapartisme. Alors, à Paris même, tous les efforts du pouvoir se révèlent vains pour essayer d'enrayer le déclin du bonapartisme. Dès les élections législatives de 63, l'opposition gagne l'ensemble des sièges, et lors du plébiscite de 70, le non l'emporte à 57%. En Seine inférieure, où 40% de la population vit de l'industrie, principalement textile, qui est touché très sévèrement par la récession de 67, le oui perd 15 points entre le plébiscite de 52 et celui de 70. En Bourgogne, à l'exception de la Nièvre, on assiste aussi à un recul semblable, alors en particulier en Côte d'Or, où la métallurgie lourde, qui était dominée par la fonte au bois, connaît des difficultés de reconversion. Et puis dans la grande région lyonnaise, qui est très travaillé par la propagande républicaine. L'échec de l'Empire est patent. Saint-Étienne, par exemple, avec 77% de votes hostiles au plébiscite de 70, atteint le taux le plus élevé des villes françaises. Alors, en compensation de ces déceptions, l'Empire peut se flatter quand même de quelques rares conquêtes dans les milieux ouvriers. Par exemple, dans le bassin de Montluçon-Commentry, le candidat officiel ne cesse de gagner du terrain d'une élection à l'autre. Alors, là, les progrès du bonapartisme sont dus en partie à un ingénieur saint-simonien qui s'appelle Stéphane Mony, qui était devenu au début de l'Empire directeur de la société de Commentry Fourchambault et qui fera d'ailleurs lui-même une carrière politique dans les années 60. Il sera maire de Commentry, il sera conseiller général et député également de l'Allier. Et un relatif succès également en Haute-Alsace. Les ouvriers de la région de Mulhouse, alors qu'ils n'ont cessé de voter pour l'opposition démocratique depuis 1952, votent massivement oui, à la surprise générale, au plébiscite de 70. En revanche, le régime se montre impuissant à conquérir les populations ouvrières du Midi rouge, entre guillemets, les Bouches-du-Rhône détenant le record des votes hostiles. Donc 2 minutes sur les dernières années du règne, qui sont marquées par une montée de la désaffection ouvrière à l'égard du régime. Les historiens invoquent la conjoncture économique, à juste titre, comme principal facteur d'explication. La crise de 67 est en effet la plus grave que l'Empire a eu à affronter. Faillite, chômage, hausse du prix des produits de première nécessité et donc du coût de la vie sont des points noirs qui assombrissent l'horizon, comme l'a dit lui-même l'empereur dans un discours à Lille. La crise est surmontée à court terme, mais le marasme persistant dans certaines industries, comme le textile, détériore le pouvoir d'achat des ouvriers. Alors, il y a un autre facteur d'explication, c'est la détérioration du climat social, avec des grèves qui se multiplient. Vous avez ici une carte avec les zones les plus touchées par le mouvement gréviste entre 66 et 70. Alors, les grèves, évidemment, se sont multipliées
grâce à la loi de 1864 qui légalise les coalitions. En septembre 64 naît à Londres l'Association internationale des travailleurs, qui était dominée à l'origine par un socialisme proudhonien, mais qui était toléré par le pouvoir. Le gouvernement fait à ce moment-là preuve d'un certain libéralisme à l'égard des grèves qui se multiplient. Mais à partir du congrès de Lausanne de 67, l'international bascule vers un marxisme révolutionnaire et collectiviste et une opposition frontale avec le régime impérial. Et à partir de ce moment, le pouvoir adopte une attitude plus combative. Les grèves du bassin de la Loire de l'été 69 sont très durement réprimés, causant parfois des situations dramatiques comme à la Ricamari. En juin 69, une fusillade sanglante fait 14 morts, dont un enfant de 16 mois. Un incident également comparable un mois suivant à Aubin. D'autres mouvements contestataires prennent le relais à Carmaux, Vienne, Rouen, Elbeuf, etc. Mais plusieurs d'entre eux n'ont rien de politique. À Carmaux, par exemple, les mineurs manifestent au cri de Vive l'empereur et refusent la médiation d'un comité démocrate qui était pourtant extrêmement modéré. En 1870, le mouvement prend encore davantage d'ampleur. On compte 116 grèves en 1870, 85 232 grévistes. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été vus jusqu'alors, et il faudra attendre 10 ans, 1880, pour revoir de tels chiffres. Alors, un mouvement de grève qui présente aussi des nouveautés. La connexion avec la lutte politique se fait plus étroite. L'internationale ouvrière, qui compte à ce moment-là à peu près 250 000 adhérents, joue un rôle plus important. Et puis on a une agitation aussi qui se déplace du milieu minier vers le milieu métallurgiste et textile. Alors, au Creusot, la ville de Schneider, de grandes grèves qui éclatent en janvier et en mars 1870, qui sont là aussi, le gouvernement envoie l'armée, les meneurs sont arrêtés, plusieurs centaines de mineurs sont licenciés, et il n'est pas du tout étonnant qu'au plébiscite de 70, 3723 Creusotins votent non contre seulement 1837 oui. Le double de non, donc. La contestation sociale ne s'éteint pas pour autant et s'étend à travers la France. Pour la seule journée du 24 juin, on enregistre des grèves dans divers corps de métier. Je conclus. À Marseille, Rouen, Fourchambault, Vienne, Lyon, Givors, Saint-Étienne et Rive-de-Gier. Ma conclusion ? Affaibli par les difficultés économiques et sociales de la fin du règne, concurrencé en particulier dans les grands centres urbains par une propagande républicaine et socialiste qui porte un projet plus radical de transformation des rapports sociaux, le bonapartisme ouvrier s'est finalement rétréci, à la différence du bonapartisme paysan dont la vigueur ne s'est pas démentie au fil des années. Alors, après Sedan, les électeurs ruraux sont restés fidèles, mais l'état-major du parti, entre guillemets, bonapartiste, a privilégié ensuite l'alliance avec les conservateurs, et ce qui a fait que le bonapartisme populaire a cessé progressivement d'exister dans les années 1880. L'héritage est ensuite repris par les radicaux dans les campagnes, et je conclus, quelques décennies plus tard, le gaullisme, comme le bonapartisme, verra coexister en son sein un courant conservateur et une tendance progressiste soucieuse d'une adhésion populaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.